Bonjour, je vais vous présenter un cours sur la planification expérimentale. L'objectif global de ce cours est de savoir quelle expérience choisir quand on veut étudier l'effet de plusieurs facteurs sur une variable d'intérêt, que statistiquement on appelle Y en général. Donc la variable d'intérêt, Y, c'est une variable réponse qui le plus généralement est quantitative. Et puis là, l'enjeu c'est de savoir s'il y a des variables explicatives qui influent sur cette variable Y. Et de se dire, bien, je vais essayer d'étudier plusieurs variables simultanément, de savoir quelles sont les variables qui permettent d'expliquer au mieux Y, qui ont le plus d'effet sur Y. Et donc l'idée, c'est d'étudier plusieurs facteurs sans pour autant faire trop d'essais. Donc vous voyez ici une photo avec une vue aérienne d'un champ où on a fait des essais, on a testé plusieurs variétés, plusieurs apports d'azote, plusieurs, est-ce qu'on avait de l'irrigation, pas d'irrigation, de l'insecticide, pas d'insecticide, du fongicide, pas de fongicide. Donc on s'intéresse à plusieurs facteurs, facteurs variété, engrais, irrigation, fongicide, insecticide, etc. Et donc on veut étudier beaucoup de facteurs, mais ne pas faire trop d'essais parce que les essais coûtent cher ou parce que les essais prennent du temps. Donc tout l'enjeu, c'est d'étudier beaucoup de facteurs, d'avoir une estimation assez précise de l'effet de ces facteurs sur la variable Y, tout en faisant un nombre relativement limité d'essais. Et donc là, l'enjeu de la planification, c'est de savoir quels essais choisir pour pouvoir justement étudier beaucoup de facteurs et avoir pour autant une estimation précise de chacun de ces facteurs. Et puis sur la droite, vous voyez une surface en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle une surface de réponse, où là on s'intéresse à une variable Y, mais on veut voir l'effet de, ici, deux variables quantitatives sur Y. Et donc, on a construit ici une surface de réponse, mais pour construire cette surface de réponse, bien, on a fait des expérimentations sur quelques points, et après on a construit un modèle qui permet de construire cette surface de réponse. Et puis l'objectif ici, ça va être de trouver l'optimum, par exemple, donc la combinaison optimale qui permet de maximiser Y. Mais pour trouver cette surface de réponse, eh bien, je n'ai pas le droit de faire une infinité d'expériences. Il faut que j'en fasse uniquement quelques-unes, mais que j'arrive quand même à construire cette surface. Et la construire en étant le plus précis possible. Donc l'enjeu des plans, c'est de choisir les expériences à réaliser. Donc on est en amont de l'acquisition de données. C'est comment est-ce qu'on va acquérir les données ou faire des essais. Donc le plan du cours va être le suivant. Le premier cours sera sur les plans fractionnaires. Donc dans les plans fractionnaires, on s'intéresse à des variables qualitatives qui ont deux modalités. Donc ce sont des plans relativement simples, puisqu'on a uniquement deux modalités pour chaque variable qualitative, mais ça permet de poser les bases de toutes les notions qu'on va retrouver sur les plans d'expérience. Ensuite, on va avoir un cours sur les plans continus ou plans à surface de réponse. Donc là, on s'intéresse à des variables quantitatives qui influent sur une variable Y. Et donc, comment trouver les expériences à réaliser toujours quand les variables sont quantitatives. Le troisième cours sera sur des plans qualitatifs, mais qui ont cette fois plus que deux modalités. Donc on étudie des variables qualitatives à 3, 4, 5 modalités, un nombre de modalités qui est différent d'une variable à l'autre, et aussi des plans où on a à la fois des variables qualitatives et des variables quantitatives. Et puis enfin, un dernier cours sur les plans optimaux, qui sont les plans qu'on va utiliser quand on est dans des configurations très compliquées et qu'il n'y a pas de plan standard pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc pour tout ce cours de plan, eh bien, je vais utiliser quelques notions de modèle linéaire, donc de régression et d'analyse de variance, notamment la définition du modèle, en modèle linéaire, que ce soit en régression ou en analyse de variance. Si j'ai des notations matricielles, je vais écrire que la réponse Y, c'est égal à X, donc une matrice X qui contient les variables explicatives, fois un vecteur bêta plus des résidus epsilon. Donc ce modèle, Y égale X bêta plus E, me permet de savoir quelles sont les variables explicatives qui entrent en jeu. Et puis tous les paramètres du modèle sont dans le vecteur bêta. Et les paramètres du modèle, les bêta, je vais les estimer par le paramètre bêta chapeau égale x'(x-1, x'(y). Alors x', c'est la transposée de x, c'est-à-dire qu'on écrit les lignes de x en colonne. Et puis x'(x-1 signifie qu'on calcule l'inverse de x'(x). Ça, c'est l'estimateur des paramètres du modèle. Et après, eh bien, les propriétés des paramètres
Ce sont des estimateurs qui sont sans biais, et la variance de ces estimateurs, la variance de bêta chapeau, c'est x' x-1 que multiplie sigma carré. Donc sigma carré, c'est la variance résiduelle, c'est-à-dire on a répété les expériences et il y a une certaine incertitude sur la mesure, et donc ça c'est sigma carré. Alors incertitude sur la mesure ou incertitude sur le fait que on n'a pas pris en compte tous les x très précisément dans le modèle. Par exemple, dans un champ, il y a une certaine variabilité du sol. Cette variabilité du sol n'est pas prise en compte dans le modèle et donc elle va se retrouver dans la résiduelle. Donc c'est pour cette raison que si on fait les expériences plusieurs fois, on n'a pas exactement les mêmes résultats. Donc cette variabilité résiduelle, on ne peut pas tellement jouer dessus. Par contre, on voit que dans la variance de bêta chapeau, on a aussi x' x-1, et ça dépend uniquement de x. Et donc ça dépend uniquement des expériences qu'on va réaliser. Puisque x, c'est les expériences qu'on réalise. Et donc tout l'enjeu des plans d'expérience, ça va être de trouver les essais, les expériences, tels que ce x' x-1 soit le plus petit possible. Donc on va commencer par le cours sur les plans fractionnaires. Alors j'ai mis une photo de Monsieur Fischer, que vous connaissez, puisque vous connaissez tous la loi de Fischer. Et c'est quelqu'un qui était statisticien, qui a fait beaucoup pour les statistiques, mais au départ il était agronome, et il s'est posé de nombreuses questions agronomiques, et il a dû répondre à ces questions agronomiques en faisant des statistiques, en proposant des méthodes statistiques, notamment des notions de plan d'expérience, d'analyse de variance et des lois de Fischer également. Donc pour ce cours, bien, je vais prendre un exemple relativement simple, qui est un exemple d'un étudiant qui était en stage il y a quelques années. L'objectif de son stage, c'était de trouver une recette qui permettait que les galettes de sarrasin ne se déchirent pas trop lorsqu'on les déplie. Donc les galettes de sarrasin, souvent quand on les déplie, elles se déchirent. Et l'objectif, c'était de trouver une recette qui permet de limiter le nombre de galettes qui se déchirent. Et donc pour ce faire, il avait listé quelques variables qui pouvaient influer sur le fait que les galettes se déchirent. Donc les variables qui pouvaient entrer en jeu, selon lui, étaient la quantité d'eau, la température de la plaque, l'étalement de la pâte, la quantité de pâte par galette, le type de farine, le pliage ou la température de stockage. Donc ça, c'était une liste des différentes variables. Et puis pour chacune de ces variables, bien, il avait défini deux niveaux, deux modalités pour chaque variable. Donc par exemple, la quantité d'eau, il s'est dit qu'il allait tester 45% ou 55%. La température de la plaque, 180 degrés, 220 degrés. L'étalement de la pâte, automatique ou à la main. La quantité de pâte, 55 grammes ou 65 grammes. Le type de farine, bio ou non bio. Le pliage à chaud ou à froid. Et la température de stockage à 6 ou 15 degrés. Donc voilà, à partir de tout ça, il voulait trouver la meilleure combinaison de facteurs. La meilleure recette. Alors, première idée, pour déterminer la meilleure recette, je vais faire toutes les recettes et puis je vais prendre celle qui est la meilleure. Ça, c'est une idée qui est intéressante, sauf que ici, il y a 2 puissance 7, parce que tous les facteurs ont deux modalités, donc au total, on a 2 puissance 7 combinaisons de facteurs, c'est-à-dire 128 expériences à réaliser. Alors en gros, une expérience, le temps de faire la pâte, de faire cuire les galettes et de voir si elles se déchirent, ça prend une demi-journée. Et donc évidemment, 128 demi-journées, ça fait beaucoup trop, c'est impossible de faire autant d'expériences. Et donc son maître de stage lui a dit qu'il s'autorisait en gros 16 expériences à réaliser. Et bien voilà, la question c'est quelle expérience réaliser? J'ai le droit d'en faire 16. Si j'en ai 128, c'est idéal parce que je peux tout tester, mais là j'ai le droit d'en faire que 16. Comment faire? Une deuxième idée, c'est de se dire, bien, je vais faire varier les facteurs un par un. Donc, par exemple, le pourcentage d'eau, eh bien, je vais prendre une fois 45, une fois 55%. Là, il y a quand même un problème, c'est que bien, quand je vais tester 45% et 55%, qu'est-ce que j'utilise sur les autres variables? Est-ce que je prends de la farine bio ou non bio, par exemple? Voilà. Donc ça peut jouer. On voit à travers cette question qu'on ne va pas pouvoir estimer les interactions s'il y en a entre les facteurs. Donc, cette idée de faire varier les facteurs un par un, elle n'est pas très bonne parce qu'on ne peut pas étudier les interactions. Donc, une idée qui est bien meilleure, c'est de faire varier tous les facteurs simultanément. Et donc, en faisant varier tous les facteurs simultanément, on va pouvoir estimer les interactions. Le problème en faisant ça, si on le fait un petit peu au hasard, c'est qu'on risque de confondre l'effet de différents facteurs. Donc, par exemple, de tester
la farine bio systématiquement avec 45% d'eau. Si on fait ça, on va jamais savoir si les galettes se déchirent moins. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'eau, 45% d'eau, ou est-ce que c'est parce que c'est de la farine bio? Donc voilà, je ne peux pas faire varier ces deux variables de la même façon. Donc il faut que je les fasse varier tous ensemble, les facteurs, mais il ne faut pas qu'ils varient dans le même sens. Donc il y a une difficulté ici. Et bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible de construire des plans d'expérience avec peu d'expérience, 16 expériences uniquement, mais des plans qui ont de bonnes propriétés? En général, hein, quand on fait des plans d'expérience, bien ce qu'on veut étudier, c'est beaucoup de facteurs. Donc s'intéresser ici à 7 facteurs, mais des fois on veut s'intéresser à beaucoup plus de facteurs. Et puis souvent, on veut aussi étudier beaucoup de niveaux, beaucoup de modalités par facteur, et pas seulement deux modalités. Par exemple, pour le pourcentage d'eau, on pourrait étudier avec 45, 47, 49, 50, etc. Évidemment, si on multiplie le nombre de facteurs et si on multiplie le nombre de modalités, ça augmente très sensiblement le nombre d'expériences. Et puis, bien, les facteurs à deux niveaux, à deux modalités seulement, c'est des plans relativement simples, mais qui sont très utiles dans de très nombreuses applications. Au moins dans une première approche. Par exemple, pour le pourcentage d'eau, eh bien, on peut tester déjà avec 45 et 55% d'eau. Et puis, s'il y a un effet très important du pourcentage d'eau, se dire, bien, on va tester plus finement en faisant varier 45, 48, 50% d'eau. Donc dans une première approche en tout cas, les facteurs à deux niveaux sont très intéressants. Alors je vais donner quelques définitions en partant des plans complets. Donc les plans complets, c'est-à-dire les plans où on fait toutes les expériences possibles. Donc si je m'intéresse à P facteurs, je prends P facteurs, tous à deux niveaux. Si je veux tester toutes les combinaisons, il faut un plan qu'on appelle 2 puissance P. C'est-à-dire que c'est un plan où j'étudie P facteurs à deux niveaux et en tout j'ai 2 puissance P essais. Et donc si je prends le plan 2 puissance 2, c'est-à-dire un plan en 4 essais où j'étudie deux facteurs à deux niveaux, il y a la matrice des essais, je la définis de la façon suivante. Donc là j'ai deux facteurs, le facteur A et le facteur B, et chacun de ces facteurs prend deux niveaux, le niveau plus 1 et le niveau moins 1. Donc par exemple, le facteur A va prendre le niveau plus 1 pour les deux premiers essais et le niveau moins 1 pour les deux derniers essais. Plus 1, ça va correspondre par exemple à 45% d'eau et moins 1 à 55% d'eau. Donc c'est un codage avec des plus 1 et des moins 1 pour chacun des facteurs. On verra l'intérêt du codage juste après. Et donc comment je définis ma matrice des essais? Eh bien en fait c'est assez simple. Je vais prendre d'abord une première moitié avec des plus 1 et une deuxième moitié avec des moins 1 pour le premier facteur. Et puis pour le facteur suivant, pour le facteur B, là où il y a des plus 1 pour le facteur A, je mets une moitié de plus 1, une moitié de moins 1. Alors ici, une moitié de plus 1, ça fait juste 1 plus 1 et 1 moins 1, quand le facteur A a la modalité plus 1. Et quand le facteur A a la modalité moins 1, j'ai encore 1 plus 1, 1 moins 1. Cette règle-là, par contre, marche aussi quand on a plus que deux facteurs. Donc ça, c'est la matrice des essais. Ça définit parfaitement quel essai réaliser. Donc chaque ligne correspond à un essai. Et donc la première ligne, par exemple, ça va être prendre le facteur A avec la modalité plus 1 et le facteur B avec la modalité plus 1. Pour analyser ensuite les résultats, une fois qu'on aura fait les essais, qu'on aura mesuré Y, eh bien on va construire un modèle d'analyse de variance. Si on construit un modèle additif, on va écrire le modèle YIJ égale mu, une constante, plus l'effet alpha i, plus l'effet bêta j. Donc là, je vous renvoie à un cours d'analyse de variance pour comprendre ce modèle. Et dans le modèle d'analyse de variance, eh bien pour estimer les paramètres, mu, alpha i et bêta j, on va construire une matrice X, la matrice Y égale X bêta plus E, et la matrice X, c'est ce qu'on appelle la matrice des effets. Donc cette matrice des effets, il y a une colonne pour chacun des effets. Donc les effets, il y a la constante mu, et donc c'est la colonne que j'appelle grand I, avec uniquement des 1. Cette colonne-là sert uniquement à calculer, à estimer la constante mu. Ensuite, on a une colonne pour le facteur A, donc c'est la même colonne que celle qui est dans la matrice des essais, et une colonne pour le facteur B, là encore c'est la même colonne que pour la matrice des essais. Si maintenant on s'intéresse à un modèle avec interaction,
Donc on va écrire YIJ égale mu plus alpha I plus bêta J plus l'interaction qu'on note gamma IJ ou alpha bêta IJ. Donc si je la note alpha bêta IJ, eh bien la matrice X associée, ça va être une colonne avec que des 1 pour estimer la constante, ensuite une colonne pour le facteur A, une colonne pour le facteur B, et puis une colonne pour l'interaction, avec donc les valeurs plus 1 et moins 1. Alors comment on trouve les valeurs pour cette colonne interaction? Eh bien, en fait, il suffit de multiplier la colonne A par la colonne B. Et pour trouver les valeurs dans cette colonne, eh bien, il suffit de multiplier les colonnes des facteurs qui interagissent. Donc ici, pour l'interaction AB, eh bien, il me suffit de multiplier la colonne A par la colonne B. Donc 1 par 1, ça fait plus 1 par moins 1, ça fait moins 1 par plus 1, ça fait moins 1, et moins 1 par moins 1, ça fait plus 1. Donc là, c'est tout l'intérêt en fait du codage avec les 1 et moins 1, c'est qu'en faisant le produit terme à terme du facteur A et du facteur B, on trouve les valeurs du codage pour l'interaction. Et donc là, on a notre matrice des effets, c'est-à-dire la matrice X du modèle Y égale X bêta plus E. Donc la matrice des essais, ça définit quels essais on réalise, et la matrice des effets, c'est la matrice X qui dépend donc des essais qu'on réalise, mais également du modèle qu'on est en train d'étudier. Est-ce qu'on prend un modèle additif ou un modèle avec interaction? Et donc, bien, notre matrice des effets, notre X, dans le modèle additif, il est repris ici. Et si je fais le calcul matriciel X', donc je prends cette matrice X, je la transpose, donc j'écris en ligne ce qui est en colonne, hein, et je multiplie par X, eh bien j'ai une matrice avec des 4 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc ça, je peux l'écrire n fois une matrice identité. Donc n, c'est le nombre d'essais, 4, fois une matrice identité. Alors j'ai mis I indice 3. Le 3 signifie que c'est une matrice identité avec 3 lignes et 3 colonnes. Et puis dans le modèle avec interaction, la matrice X est la suivante. Et quand on calcule X', eh bien on va avoir une matrice diagonale encore avec n fois une matrice identité, sauf que ici la matrice identité a 4 lignes et 4 colonnes. Et donc ces matrices X, on les appelle des matrices d'Adamard, puisque le produit X', c'est égal à n fois l'identité. Donc ça, c'est des matrices qui sont particulières et qui ont de bonnes propriétés et qu'on utilise en plan d'expérience. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un bon plan d'expérience? C'est un plan qui va permettre d'avoir une estimation de chacun des effets de chaque variable qui sera la plus précise possible. Donc, quand je parle d'estimation précise, traduit mathématiquement, statistiquement, c'est d'avoir une variance la plus petite possible. Donc il faut que la variance des paramètres soit la plus petite possible. Donc que variance des bêta chapeaux soit le plus petit possible. Et donc dans variance de bêta chapeau, j'ai deux termes, X'-1 et sigma carré. Donc sigma carré, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la variabilité résiduelle. Ça dépend uniquement des résultats qu'on a, du fait qu'il y a de la variabilité quand on répète une expérience. Et ça, on ne peut pas jouer dessus. Mais par contre, X', ça dépend uniquement de X, ça dépend uniquement donc du choix des expériences qu'on va réaliser. Et donc l'objectif des plans, c'est de trouver les bonnes expériences telles que cette matrice X'-1 soit minimale. Voilà. Donc comment trouver les expériences telles que cette matrice soit minimale? Alors je vais partir d'un plan à 3 facteurs. Et je vais partir du plan complet à 3 facteurs. Donc le plan complet à 3 facteurs, c'est le plan 2 à la puissance 3. Et donc c'est un plan en 8 essais. 2 puissance 3, c'est égal à 8. Et donc, d'après ce que je viens de dire précédemment, X', ce sera égal à n fois une matrice identité. Et n, c'est égal à 8. Donc c'est 8, c'est le nombre d'essais. Donc 8 fois la matrice identité est égale à X'. Donc X' moins 1, inverser cette matrice-là, c'est facile, ça va faire 1/8 fois la matrice identité. Donc j'ai des 1/8 partout sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Donc ça, si je multiplie ça par sigma carré, ça va me donner la variance de mes paramètres. Donc la variance de mes paramètres, en gros, c'est 0,125 fois la variance des résidus. Si maintenant, parmi ces 8 essais, je prends 4 essais choisis au hasard. Alors j'ai pris 4 essais au hasard et j'ai calculé X'-1. Donc voilà la matrice X'-1 avec les essais que j'ai choisis. Évidemment, si j'en avais choisi d'autres, j'aurais une matrice un peu différente, mais là j'ai pris le premier choix de 4 essais. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans?
Mais on voit déjà que sur la diagonale, les variances ont augmenté. La variance du facteur A, c'est 0,5 fois sigma carré, alors que précédemment, c'était 0,125 fois sigma carré. Alors, c'est pas étonnant que la variance ait augmenté, puisque précédemment, on avait 8 essais, là, on n'en a plus que 4. Donc, évidemment, avec 4 essais, on va être un peu moins précis, donc c'est normal que la variance augmente. Mais elle a été augmentée par 4. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la covariance entre deux facteurs, alors ici, la deuxième ligne, ça correspond au facteur A, et la quatrième colonne au facteur C. Donc là, le 0,25 qui est entouré correspond à la covariance entre le facteur A et le facteur C. Ici, la covariance est non nulle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance entre l'estimation du facteur A et celle du facteur C. Et donc, quand j'estime le facteur A, eh bien, ça dépend plus ou moins aussi du facteur C. Et donc, j'arrive pas à dissocier exactement ce qui est dû au facteur A de ce qui est dû au facteur C. Il n'y a pas d'indépendance. Et c'est beaucoup plus confortable si on arrive à construire un modèle où on a l'indépendance entre chacun des facteurs. Donc l'objectif des plans, si on peut en construire, ça va être de trouver des plans tels que ces facteurs soient orthogonaux ou indépendants. Et donc si je prends des plans qui sont bien construits avec des plans d'expérience, bien voici la matrice que j'obtiens. Donc c'est une matrice avec des zéros partout en dehors de la diagonale, c'est-à-dire que tous les effets sont estimés indépendants les uns des autres, tous les effets sont orthogonaux. Et puis sur la diagonale, on a des valeurs qui sont de 0,25, ça veut dire que la variance de chaque facteur, c'est 0,25 fois sigma carré. Alors c'est plus important que pour le plan complet, où j'avais 0,125, mais c'est normal, puisque j'ai 4 essais seulement au lieu de 8. Donc c'est normal que je sois un peu moins précis. Par contre, c'est meilleur que le plan où j'ai choisi les essais au hasard. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous prenez un plan complet et que vous choisissez au hasard 4 essais, eh bien vous avez de grandes chances d'avoir un plan qui ne soit pas de bonne qualité et de tomber sur le plan plutôt de gauche et pas le plan de droite. Et là, c'est vraiment dommage parce que je paye le même prix. J'ai fait dans les deux situations le même nombre d'essais et il y a un plan qui est de très bonne qualité et l'autre qui n'est pas de bonne qualité. Donc ce qu'il faut retenir d'ici, c'est qu'il ne faut surtout pas choisir des essais au hasard, il faut construire des plans d'expérience. Alors un petit exercice pour vous montrer que ce n'est pas forcément si simple de construire des plans d'expérience. Donc là, l'exercice, on se contente d'étudier 4 facteurs à 2 niveaux, et au lieu de faire 16 essais, qui est le plan complet, on n'en fait que 8. Donc comment choisir les 8 essais? Donc il y a un fichier Excel que vous pouvez télécharger. Vous le téléchargez et puis vous pouvez modifier les recettes à réaliser. Et donc votre objectif, c'est de trouver les 8 recettes qui vont permettre d'estimer au mieux chacun des 4 facteurs qu'on cherche à étudier. Donc il y a une petite vidéo que vous pouvez voir qui vous explique comment utiliser ce fichier Excel. Donc c'est très rapide. Et après, essayez de construire le plan qui se rapproche du plan optimal. Essayez de construire le plan optimal. Vous verrez même avec 4 facteurs, ce qui n'est pas beaucoup, c'est pas si simple. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous suivez le cours, la fin du cours ici, et normalement vous arriverez à construire le plan facilement. Donc je vais construire le plan 2 puissance 3-1. Alors le plan 2 puissance 3-1, dans l'écriture du plan 2 puissance 3-1, on a toute l'information en fait. On a l'information du nombre de facteurs qu'on étudie, 3. Donc le 3, correspond au nombre de facteurs. 2, ça correspond au nombre de modalités pour chacun de ces facteurs. Donc 3 facteurs à 2 modalités sont étudiés. Et puis au total, on a 2 puissance 3-1. 2 puissance 3-1, ça fait 2 puissance 2, c'est égal à 4. Ça nous donne le nombre d'essais. Donc avec l'écriture 2 puissance 3-1, je sais combien j'étudie de facteurs, à combien de modalités chacun, et en combien d'essais. Donc ici, je construis le plan complet de puissance 3, et puis à moi de trouver les 4 essais qui permettront d'étudier les 3 facteurs. Première idée, pour chaque facteur, je vais avoir envie de tester les niveaux 1 et -1 un même nombre de fois. Alors ça, c'est une idée qui est assez intuitive. On se dit, si le facteur A, je teste 3 fois à la modalité 1 et une seule fois à la modalité -1, je vais avoir plus d'informations sur ce qui se passe à la modalité 1 que ce qui se passe à la modalité -1. Donc tant qu'à faire, autant équilibrer et prendre 2 fois le facteur A à la modalité 1 et 2 fois à la modalité -1. Et puis même chose pour le facteur C et même chose pour le facteur B.
Deuxième idée, eh bien, je peux me dire, je vais tester tous les couples, toutes les combinaisons, un même nombre de fois. Donc les combinaisons 1, 1, moins 1 moins 1 et moins 1, moins 1. Donc les deux facteurs A et B. Je vais prendre une fois la combinaison 1, 1, une fois 1, moins 1, une fois moins 1, 1 et une fois moins 1, moins 1. Mais même chose pour la combinaison AC et pour la combinaison BC. Et on voit que déjà là, ça commence à être assez compliqué de pouvoir choisir les quatre essais qui vont permettre de répondre à ces deux idées. Et puis on pourrait imaginer continuer et prendre bien toutes les combinaisons de trois facteurs, un même nombre de fois, etc., etc. Si je prends les quatre essais qui sont montrés avec des flèches, j'ai un plan qui permet de prendre en compte les deux idées que j'ai définies ici. Alors c'est pas le seul plan possible, hein, mais c'est un plan qui marche. Par exemple, le facteur A est bien testé deux fois la modalité 1, deux fois la modalité moins 1. Les combinaisons AC, j'ai 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Donc j'ai bien testé toutes les combinaisons du couple AC. Mais vous voyez que c'est pas si simple. Et là, j'étais dans un plan avec uniquement 4 essais à choisir sur 8 essais au total et 3 facteurs à étudier. On voit bien que si on veut faire ça avec notre plan de départ où on étudie 7 facteurs en 16 essais alors qu'il y en a 128 dans le plan complet, ça va être très difficile de construire un plan. Donc là, c'est même impossible. Et donc, c'est beaucoup trop compliqué de construire un plan de cette façon. Il faut qu'on ait un principe de construction simple. Et donc là, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un principe de construction simple des plans fractionnaires. Donc ce principe, je le définis, c'est pas forcément simple là quand je le définis, mais on va le mettre en place ensuite sur plusieurs plans et vous verrez que c'est relativement facile à comprendre. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit ce qu'on appelle un plan de base, qui est un plan complet en 2 puissance P-K essais. Donc dans mon plan 2 puissance 3-1, j'ai dit qu'il y avait 4 essais, et donc je vais choisir un plan de base à 4 essais. Donc le plan de base à 4 essais, c'est le plan complet 2 puissance 2. Donc je vais construire le plan 2 puissance 2. Ensuite, je vais construire la matrice des effets, donc la matrice X du modèle saturé, c'est-à-dire du modèle qui a tous les effets principaux, toutes les interactions d'ordre 2, toutes les interactions d'ordre 3, etc., etc., qui est associé à ce plan de base. Donc je construis cette matrice des effets du modèle saturé, et ensuite, tous les facteurs que je n'ai pas pu mettre dans mon modèle pour l'instant, je vais les confondre avec des choses qui peuvent facilement être considérées comme négligeables, des interactions d'ordre élevé. Et donc je vais chercher à confondre les facteurs restants, les k facteurs restants, les confondre avec des interactions d'ordre élevé. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vais avoir besoin de déterminer toutes les confusions qui résultent de ces confusions que je viens de construire. On va mettre en application cette démarche sur plusieurs plans. Donc d'abord sur le plan 2 puissance 3-1. Donc je choisis un plan de base, le plan 2 puissance 2, c'est-à-dire le plan en 4 essais. Donc, le plan en 4 essais, c'est ce plan-là, avec le facteur A et le facteur B, et les essais que j'ai donnés. Ensuite, je vais construire la matrice des effets du modèle saturé avec ce plan de base. Donc le modèle saturé, c'est le modèle avec la constante, les deux facteurs A et B, et l'interaction AB. Ça, c'est le modèle saturé. Ensuite, je vais chercher à confondre le facteur C avec quelque chose. Alors, je ne peux pas le confondre avec le facteur A ni le facteur B, parce que sinon, je n'arriverai plus à dissocier ce qui est dû à A et ce qui est dû à C. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais confondre le facteur C avec l'interaction AB. Et je vais dire que C est confondu avec l'interaction AB. Et après, une fois que j'ai dit que C est confondu avec l'interaction AB, eh bien, ça va me générer d'autres confusions. Et on va voir comment trouver les autres confusions. Donc là, C, alors on écrit égal à B, mais en fait, il faut lire C est confondu avec l'interaction AB. Et si C est confondu avec l'interaction AB, alors je peux multiplier à gauche et à droite par C. Donc je vais avoir C multiplié par C est confondu avec A, B, C. Donc C multiplié par C. C, c'est une colonne avec que des 1 et des moins 1. Donc quand je multiplie C par lui-même, 1 par 1, ça fait 1, moins 1 par moins 1, ça fait 1, moins 1 par moins 1, ça fait 1 par 1, ça fait 1. Donc là, on se doute bien que quand on multiplie un facteur par lui-même, on va avoir que des 1, puisqu'on a des carrés de 1 ou de moins 1. Donc que des 1, ça correspond à quoi? Bien ça, c'est la colonne I. Donc là, je vais dire qu'en fait, que la colonne
I est confondue avec l'interaction ABC. Et donc je vais noter que l'interaction ABC, elle prend les mêmes valeurs que la colonne I. Et puis si la colonne I est confondue avec ABC, eh bien si je multiplie par A, je vais avoir A multiplié par I qui est confondu avec A multiplié par ABC. Alors A multiplié par I, la colonne A, si je la multiplie par une colonne avec que des 1, je retombe sur la colonne A. Donc je vais avoir A est confondu avec bien, A multiplié par A, c'est une colonne de 1, et après multiplié par BC, et donc A multiplié par A va être égal à la colonne constante multipliée par BC, et multiplier BC par la constante, ça revient à BC. Et donc j'ai A qui est confondu avec BC. Et puis même chose, si j'ai fait B multiplié par la constante, ça fait B multiplié par ABC. B multiplié par la constante, c'est égal à B, puisque multiplié par que des 1, ça donne toujours B. Et puis B multiplié par B s'élimine, il reste juste AC. Donc B est confondu avec AC. Et donc là, je suis en train de dire que bien, le facteur A sera confondu avec l'interaction BC, le facteur B est confondu avec l'interaction AC, le facteur C est confondu avec l'interaction AB, et la constante est confondue avec l'interaction ABC. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement est confondu avec? Eh bien, voilà, si je m'intéresse uniquement aux trois facteurs A, B, C et à la constante, quand je calcule x', j'ai cette matrice-là, avec la matrice identité multipliée par le nombre d'essais par 4. Donc 4 fois la matrice identité. Donc si je mets les colonnes d'interaction, bien pour la colonne AB, si je multiplie A par B, vous voyez que A multiplié par B, ça fait 1, 1 par moins 1, ça fait moins 1, moins 1 par 1, ça fait moins 1, et moins 1 par moins 1, ça fait 1. Et vous voyez que je retrouve exactement la colonne C. Et confondu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand C bouge, l'interaction AB bouge exactement au même moment. Et donc, je ne vais pas pouvoir dissocier ce qui est dû à C de ce qui est dû à AB. Si je calcule x' avec cette matrice X ici, complète, je me retrouve avec une matrice x' qui pose problème. Pourquoi elle pose problème? Parce qu'en fait, elle est plus inversible. Il y a des colonnes qui sont exactement les mêmes. Et donc, comme les colonnes sont les mêmes, x' n'est pas inversible, et donc il est impossible d'estimer les paramètres du modèle. Ça paraît aussi assez intuitif, c'est que on a fait 4 essais et on voudrait estimer 8 paramètres. Ce n'est pas possible d'estimer 8 paramètres en ayant uniquement 4 essais. Il y a forcément des liaisons entre ces paramètres. Donc ce qu'on va faire quand on fait ça, c'est qu'on va restreindre notre analyse uniquement à l'étude des effets principaux, donc de la constante et des effets principaux. Donc on élimine ce qui est en bleu ici, et donc restreint aux effets principaux, on a une colonne, une matrice x' qui est bien diagonale, qui sera facilement inversible. Voilà, donc les confusions, c'est ça que ça veut dire que les colonnes bougent exactement ensemble. Et on ne va pas pouvoir étudier tous les facteurs et toutes les interactions. Alors si je construis le plan 2 puissance 4 moins 1, donc là je vais construire un autre plan. Donc j'étudie 4 facteurs à 2 modalités en 2 puissance 4 moins 1, 2 puissance 3 en 8 essais. Donc en 8 essais, le plan de base c'est le plan 2 puissance 3. Donc c'est le plan avec bien, A, B et C, 3 facteurs. Donc pour A, une moitié de 1, une moitié de moins 1. Pour B, là où A a des 1, je mets une moitié de 1, une moitié de moins 1. Puis là où A a des moins 1, je mets une moitié de 1, une moitié de moins 1. Et puis pour C, même chose. Là où il y a des 1 pour B, je mets une moitié de 1, une moitié de moins 1. Là où il y a des moins 1, une moitié de 1, une moitié de moins 1, etc. Donc là, j'ai construit ma matrice des essais pour le plan à 3 facteurs. Maintenant, je vais construire la matrice des effets du modèle saturé. Le modèle saturé, c'est le modèle avec la constante, les interactions d'ordre 2 et l'interaction d'ordre 3. Donc pour calculer les valeurs, j'ai juste à faire le produit des colonnes. Pour AB, par exemple, je multiplie la colonne A par la colonne B. Ensuite, j'ai un quatrième facteur qui m'intéresse à étudier, c'est le facteur D. Donc avec quoi est-ce que je peux confondre le facteur D? Eh bien avec l'interaction ABC qui est certainement négligeable. Je dis certainement, j'en sais rien en fait. Si je veux savoir si elle est négligeable, je suis obligé de faire beaucoup d'essais. Mais comme je ne veux pas faire trop d'essais, eh bien, je vais considérer que cette interaction est négligeable et je vais confondre le facteur D avec cette interaction ABC.
puisque D est confondu avec l'interaction ABC, eh bien ça va me générer d'autres confusions. Donc, on va voir les confusions. Donc là, j'ai repris ma matrice des effets du modèle du plan complet. Et puis, je dis que D est confondu avec l'interaction ABC. Donc, D multiplié par D, c'est égal à ABCD. D par D, ça fait une colonne de 1. Et donc, c'est égal à la constante. Donc, la constante sera égale à ABCD. Ce I est confondu avec ABCD, c'est ce qu'on appelle le générateur d'alias. C'est ça qui permet de calculer ce qu'on appelle tous les alias. Et donc, notamment, bien là, je vais voir avec quoi est confondu le facteur A. Donc, je vais faire A multiplié par I. C'est égal à A multiplié par B, C, D. Donc, A multiplié par A s'élimine, il reste juste B, C, D. Donc, A est confondu avec B, C, D. Et puis, même chose, quand je fais B multiplié par A, B, C, D, B par B, ça fait une colonne de 1, donc ça s'élimine, il reste juste ACD. C multiplié par ABCD, C par C, ça fait I, c'est donc l'élément neutre hein, ici, et donc c'est égal à ABD. Et puis si je fais AB multiplié par ABCD, les A s'éliminent, les B s'éliminent, il reste juste CD. Et je peux construire comme ça et voir toutes les confusions. Donc ce que je vois, c'est que la constante est confondue avec une interaction d'ordre 4, tous les effets principaux sont confondus avec des interactions d'ordre 3. A avec BCD, B avec ACD, C avec ABD et D avec ABC. Et donc là, je ne peux pas savoir si les valeurs varient parce que A bouge ou parce que l'interaction BCD bouge. Mais ce que je vais faire comme hypothèse, c'est que BCD, je le considère comme négligeable. Et donc, si la valeur de Y bouge, bien c'est que c'est A qui fait bouger cette valeur. Parce que BCD, on va dire que son effet est négligeable. On suppose qu'il est négligeable. Alors si je construis le plan 2, 5, moins 2, bien, 2, 5, moins 2, c'est un plan en 8 essais, donc c'est le plan 2 puissance 3, toujours. Donc c'est le même plan que tout à l'heure, et je vais construire le modèle saturé de ce plan-là. Ensuite, bien, puisque je m'intéresse à 5 facteurs, il faut que je rajoute le facteur D et le facteur E. Donc il faut savoir avec quoi est-ce que je vais confondre le facteur D et le facteur E. Donc en fait, quand on rajoute un seul facteur, quand on a un seul facteur à rajouter, ce qui était le cas précédemment, on confond avec l'interaction d'ordre le plus élevé. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai confondu avec ABC. Maintenant, si je veux rajouter deux facteurs ou plus que deux facteurs, je vais confondre avec des interactions d'ordre le plus élevé moins 1. Parce que si je confonds avec l'interaction d'ordre le plus élevé, on aura un plan qui ne sera pas le meilleur plan possible. Donc la règle, c'est confondre avec des interactions d'ordre le plus élevé moins 1. Donc je vais confondre le facteur D avec l'interaction AB et le facteur E avec l'interaction AC. Je pourrais confondre D avec AC et E avec BC, peu importe. Ça te donnera un plan de même qualité. Mais il faut que je confonde avec des interactions d'ordre 2. Et puis je vais devoir chercher les confusions résultantes. Donc D est confondu avec AB, E est confondu avec AC. Donc puisque D est confondu avec AB, eh bien, je peux trouver toutes les confusions. Puisque E est confondu avec AC, là aussi je peux voir toutes les confusions que ça génère. Mais en fait, comme E est confondu avec AC, il est aussi confondu avec BCD, ce qu'on voit juste au-dessus. Donc si je dis E est confondu avec BCD, eh bien, ça me génère d'autres confusions. E par E égale BCDE, et donc I est confondu avec BCDE. Et donc ça génère après d'autres confusions. Quand on rajoute deux facteurs ou plus, eh bien, on va devoir lister toutes les confusions de cette façon-là. Donc il n'y a pas uniquement deux lignes, mais il y a plus que deux lignes puisqu'on va devoir multiplier les lignes entre elles. Alors en fait, la stratégie, c'est de trouver avec quoi est confondue la constante, donc avec quoi est confondu I. Donc puisque j'ai confondu D avec AB, E avec AC, j'ai I est confondu avec ABD et I est confondu avec ACE. Et ensuite, je vais multiplier ABD par ACE pour trouver la dernière confusion. Donc I multiplié par I, c'est égal à ABD multiplié par ACE. Et donc en simplifiant, ça fait I est confondu avec BCDE. Donc vous voyez, on trouve les deux premières confusions, avec quoi est confondu I, et ensuite on multiplie ces deux confusions pour trouver la dernière confusion. Et en faisant ça, eh bien, on a tous les effets principaux et toutes les interactions d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4 et d'ordre 5 qui sont dans le tableau. Et on sait que le facteur A est confondu à la fois avec l'interaction BD, mais aussi l'interaction CE et aussi l'interaction ABCDE. Et donc quand j'estime en fait tout ce paquet-là, et
je vais être obligé de considérer que l'interaction ABCDE est négligeable, ce qui est raisonnable, puisque c'est une interaction d'ordre 5, mais je suis aussi obligé de considérer que CE et BD sont négligeables. Et si je considère ça, eh bien, je peux dire que l'effet de ce paquet-là, c'est dû à A. Mais j'ai quand même des hypothèses qui sont assez fortes. Si je ne peux pas supposer que BD est négligeable, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire plus d'essais. Et donc de pouvoir estimer l'interaction BD également. Mais si je veux étudier en uniquement 8 essais, eh bien je vais pouvoir étudier juste les 5 facteurs A, B, C, D, E et rien de plus. Je ne vais pas pouvoir étudier toutes les interactions. Alors on pourrait éventuellement, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que les deux dernières colonnes, il n'y a pas de facteurs principaux qui sont confondus avec ces deux dernières colonnes. Donc on pourrait éventuellement s'intéresser à l'interaction BC ou l'interaction DE dans cette colonne-là. S'il y a une des deux, on ne sait pas si elle est négligeable, eh bien on pourrait vérifier que ce paquet-là est négligeable ou pas. Et si le paquet n'est pas négligeable, eh bien on dira que c'est dû à l'interaction BC ou à l'interaction DE. Voilà, donc ça c'est quand on estime tout un paquet. On estime tout ce qui est en bleu foncé et ça correspond à C, ABCD, AE et BDE. Et ça, c'est ce paquet bleu. Voilà, c'est ce qui est dû à C, si je peux considérer que tout le reste est négligeable. Alors on peut s'intéresser à ce qu'on appelle la résolution d'un plan. La résolution d'un plan, ça va nous donner la qualité du plan. Donc la résolution d'un plan, c'est quoi? Eh bien, il suffit de savoir avec quoi est confondue la constante, donc le grand I. Donc dans le plan 2 puissance 4 moins 1, I est confondu avec ABCD. C'est une interaction d'ordre 4, donc on va dire que c'est un plan de résolution 4. Dans le plan 2, 5, 2, I est confondu avec ABD, BCE et BCDE. Donc on regarde l'interaction d'ordre le moins élevé. Donc I est confondu avec des interactions d'ordre 3 et des interactions d'ordre 4. Donc on prend le moins élevé, c'est des interactions d'ordre 3. Et donc on va dire que c'est un plan de résolution 3. Alors attention hein, pour le nombre de générateurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a un seul facteur à rajouter, on a uniquement I confondu avec une interaction. Quand on a deux facteurs à rajouter, je vous ai dit qu'il fallait prendre les deux générateurs plus le produit des deux. Après, quand on a trois facteurs à rajouter, eh bien on va avoir les trois générateurs plus le produit 2 à 2 de ces générateurs plus le produit des trois. Donc ça nous donne un nombre de générateurs qui est égal à 2 fois le nombre de facteurs qu'on rajoute et puis moins 1. Donc quand je rajoute deux facteurs, j'ai 2 puissance 2 égale 4, moins 1, 3 facteurs. Si maintenant je rajoute 3 facteurs, je vais avoir 2 puissance 3, 8, moins 1, j'ai 7 générateurs. Et si je rajoute 4 facteurs, j'ai 2 puissance 4, ça fait 16, moins 1, j'ai 15 générateurs d'alias. Et donc parmi les 15, il faudra que je trouve le plus petit pour trouver la résolution du plan. Alors, la résolution du plan, ça nous donne la qualité du plan. Pourquoi? Parce qu'un plan de résolution 3, en résolution 3, ça signifie qu'un effet principal sera confondu avec des interactions d'ordre 2. En résolution 4, un effet principal est confondu avec des interactions d'ordre 3 ou plus que 3. Des interactions d'ordre 2 sont confondues avec d'autres interactions d'ordre 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir estimer sans problème les effets principaux en résolution 4, mais on ne va pas pouvoir estimer toutes les interactions d'ordre 2, puisqu'il y en a qui sont confondues entre elles. Maintenant, si je suis en résolution 5, les effets principaux sont confondus avec des interactions d'ordre 4 ou plus. Donc je peux les estimer sans problème. Et puis les interactions d'ordre 2 sont confondues avec des interactions d'ordre 3 ou plus. Donc là, je vais pouvoir les estimer aussi. Donc plus la résolution d'un plan est élevée, plus on va pouvoir estimer facilement les effets principaux et aussi les interactions. Alors, le souci, c'est que plus la résolution est élevée, plus on a besoin d'essais. Donc voilà, pour avoir des plans de meilleure qualité, il faut qu'on fasse plus d'essais. Alors un petit tableau qui vous donne le nombre de facteurs qu'on peut étudier avec un nombre d'essais donné. Donc la première ligne, c'est juste pour les calculs qui sont derrière. Ensuite, la deuxième ligne, ça vous donne le nombre d'expériences. Donc c'est juste 2 à la puissance, la valeur qui est dans la première ligne. Donc 2 puissance 3, par exemple, c'est égal à 8. Bien, en résolution 3, on va pouvoir estimer jusqu'à 7 facteurs en 8 essais. Donc si
je veux étudier 7 facteurs en 8 essais, je serai en résolution 3. Donc ça voudra dire que mes effets principaux sont confondus avec des interactions d'ordre 2. Si maintenant j'ai certaines interactions d'ordre 2 que je ne peux pas considérer comme négligeables, et donc je veux passer à un plan de résolution 4 pour pouvoir estimer sans problème mes effets principaux, si je veux étudier 7 facteurs, eh bien je vais vouloir aller sur 16 essais. Vous voyez qu'avec 16 essais, je peux étudier jusqu'à 8 facteurs en résolution 4. Et maintenant, si je veux être en résolution 5 et pouvoir estimer tous les effets principaux et toutes les interactions d'ordre 2, eh bien, il faut que j'aille jusqu'à 64 essais. Donc, ce tableau vous permet de voir combien vous pouvez étudier de facteurs avec un nombre d'essais donné et une résolution donnée. Ou bien, ça vous permet aussi de voir quelle est la résolution maximum pour un nombre d'essais et un nombre de facteurs étudiés donnés. Alors, comment mettre en œuvre les plans d'expérience sur R? Donc, il y a plusieurs packages qui permettent de construire des plans d'expérience. Pour les plans fractionnaires, bien le package FRF2 permet de construire facilement des plans fractionnaires. Donc, les F sont majuscules et le R est en minuscule. Donc, ici, la première ligne, on charge le package FRF2. Et puis ensuite, eh bien, on peut construire le plan de deux façons différentes. Donc, ici, le plan 1, eh bien, on utilise la fonction FRF2. C'est le même nom de fonction que de package. Et pour cette fonction, eh bien, je peux préciser le nombre de facteurs que je veux étudier et la résolution du plan. Donc je lui demande un nombre de facteurs, une résolution du plan, et il va me donner un plan avec le nombre d'essais minimum pour étudier ces 5 facteurs en résolution 5, parce que j'ai spécifié ici une résolution 5. Voilà. Donc ça, c'est une façon de construire les plans. Une autre façon de construire les plans, c'est de lui dire combien on veut d'essais. Donc nruns, c'est le nombre d'essais qu'on veut. Donc ici 8 essais. Et puis le nombre de facteurs. Donc là, j'ai 4 facteurs. Et j'ai listé le nom des facteurs. Donc j'ai mis factor names égale liste de... et donc je mets le nom du facteur, temp, et les deux niveaux de chacun de ces facteurs. Donc temp égale C de, entre parenthèses, min, max, etc. Donc ça, c'est pour chacun des facteurs. Je précise le nom, puis ensuite les deux modalités. Et si je fais summary de plan, et j'ai le résultat de ce plan d'expérience. Donc, dans ces résultats, eh bien, j'ai une ligne qui me reprécise la commande que j'ai lancée, et puis ensuite, eh bien, le nombre d'essais qui ont été réalisés. J'ai aussi la définition, j'ai aussi les noms des variables et les noms des niveaux pour chacune de ces variables. Et puis ensuite, j'ai le générateur d'alias qui a été utilisé pour construire le plan. Donc là, on nous dit que le facteur D a été confondu avec une interaction ABC. Et donc, je vois que c'est un plan de résolution 4. Et puis, bien sur la droite ici, vous voyez les essais qu'il faut réaliser. Donc on vous dit, le premier essai, il faut prendre la température maximum, une pression faible, la machine B et l'état 9. Et puis, vous avez comme ça la liste des 8 essais à réaliser. Voilà, donc c'est des packages qui sont assez simples d'utilisation pour construire ces plans. Alors pour terminer, si on replace ce cours de plan d'expérience dans une démarche statistique, la première étape, c'est de définir la problématique. Qu'est-ce qu'on veut étudier en fonction de quelles variables? Quelles sont les variables qui entrent en jeu sur la variable Y qui nous intéresse? Ensuite, on va choisir les expériences à réaliser. Donc ça, c'est grâce au cours de plan d'expérience. On définit les expériences à réaliser. Puis ensuite, on va faire ces expériences. Et puis enfin, on va analyser les résultats de ces expériences. Donc une fois qu'on aura les Y, on va pouvoir étudier Y en fonction des variables X explicatives. Donc si on a un plan d'expérience avec peu d'essais, une résolution faible de notre plan d'expérience, bien on ne pourra pas mettre d'interaction dans notre modèle. Si maintenant on est avec une résolution assez élevée, résolution d'ordre 5, bien on pourra mettre des interactions d'ordre 2. Et si on est en résolution 4, bien on pourra mettre les effets principaux et éventuellement quelques interactions. Donc on verra ça en TD, que des fois il est possible de rajouter quelques interactions, mais évidemment pas toutes. Voilà pour ce cours sur les plans fractionnaires. Alors vous pouvez retrouver ce cours sur une vidéo YouTube.